Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Lina Belmadani, avec qui nous allons parler de la négociation salariale. Et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir à mon micro, car pour l'anecdote, c'est avec toi que j'ai fait mon premier partenariat sur mon compte Instagram Féministe Stelou. Et d'ailleurs aussi, je vais aussi faire un hommage à ton frère, Ryan, parce que d'ailleurs c'est la première fois que je fais un hommage à un homme, mais c'est grâce à lui que je t'ai connue. C'est vrai. Donc c'est marrant, le monde est petit, mais en tout cas, voilà. Ceci étant dit, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites, Lina. Ok, écoutez, bonjour à toutes. Je m'appelle Lina Belmadani, je suis la fondatrice de La Moisson. Donc La Moisson, c'est un projet qui existe depuis maintenant 5 ans, qui aide, donc on accompagne les femmes à renégocier leur salaire. Au-delà de ça, on fait aussi de la reconversion, de la prise de poste, on fait pas mal de choses autour des femmes et de leurs projets professionnels. Pour parler un petit peu de moi, j'ai 26 ans. Parler un petit peu de mon histoire et surtout de l'histoire par rapport à La Moisson, donc ma boîte aujourd'hui. Moi, je suis une personne qui était très timide avant. Et ce projet aussi a eu lieu, est arrivé dû à une expérience personnelle où, première fois que je rentre dans le milieu du travail, je me rends compte que je suis la moins bien payée de toute mon équipe, mais la moins bien payée de toutes les équipes confondues. Et en plus, pour la petite histoire, je suis rentrée dans cette boîte avec un copain d'école qui habitait à Strasbourg et qui avait un meilleur salaire que moi. Et je me suis rendu compte que j'étais pas, que la différence entre lui et moi, c'est que moi, je n'avais pas négocié mon salaire. Et donc, premier sentiment qui arrive, c'est frustration, colère, enfin le sentiment basique de c'est dégueulasse, pourquoi je suis payée moins, je travaille autant que lui, ou peut-être parfois mieux, etc. Et puis petit à petit, qui se transforme dans perte de confiance en soi et perte de valeur. Et donc c'est un sentiment hyper difficile parce que ça touche l'ego, ça touche la confiance en soi, ça touche l'estime de soi. Et donc voilà. Et j'aime bien dire ça, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu un peu un carrefour devant moi avec plusieurs chemins. Et 90% de chances aurait été que je prenne le chemin de Lina, qui est dans l'abnégation, qui est très timide, qui aime pas parler, qui est très introvertie, ne dit rien et juste continue son boulot et peut-être ne négocie jamais son salaire. Enfin, tout ça, c'est des sujets qui seraient beaucoup trop grands pour elle. Et en fait, il y a eu cette petite voix dans cette tête qui s'est dit, en fait, je vais aller essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une négociation salariale, comment, pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'aurais dû faire, juste essayer de comprendre, même si c'est trop tard. Et en fait, je me suis posée sur ce sujet-là et je me suis rendu compte que déjà, c'était commun à plein de femmes. Et au-delà de ça, c'est qu'au-delà de la négociation salariale, il y a surtout négocier sa valeur dans la boîte. Et que c'était un vrai levier de carrière. Puis il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément démocratisées à l'école. C'est-à-dire qu'on apprend à être des bonnes élèves, mais on n'apprend pas à être marchande de nos compétences. On apprend à investir sur des compétences, sur ce qu'on va offrir aux autres, mais on n'apprend pas à investir sur nous-mêmes. Tout ce qui est soft skills, tout ce qui est moins tangible, c'est quelque chose qui est beaucoup moins démocratisé. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui est, c'est un critère commun qu'on va retrouver dans les plus grosses figures féminines ou même masculines. Et donc, je me suis dit, il y a tellement de choses que j'ai vues qui étaient formidables et sur lesquelles on n'avait pas forcément de prise de conscience que je me suis dit, je vais peut-être creuser le sujet, je vais me renseigner, puis je vais peut-être voir s'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et donc, le projet La Moisson est né, et donc maintenant, ça fait 5 ans, je suis très contente. On a accompagné plus de 1000 femmes. Aujourd'hui, ça prend complètement une autre tournure. J'adore l'énergie qu'il y a dans ce projet-là parce que, en fait, au-delà c'est pas une entreprise, c'est vraiment une communauté où on est très proche de chaque femme qu'on accompagne. Il y a vraiment une relation où on se donne mutuellement et je trouve que c'est génial. Moi, la plupart, ça devient mes copines et on prend des verres, on fait des cafés, on fait des dîners, donc c'est trop cool. Et ouais, j'ai créé une famille. Je suis très fière. Je suis très fière des gens qui partagent aussi cette aventure avec moi, auquel j'ai énormément d'admiration. Et donc voilà. Et j'ai hâte de parler un peu plus en détail de ce sujet. Et je trouve que c'est tellement essentiel. Et je vais expliquer pourquoi c'est essentiel et à quel point c'est important.
Du coup, merci pour cette très jolie petite histoire et présentation. Et c'est vrai que ce que tu as ressenti dans ton expérience, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup, les femmes, elles ont le syndrome de l'impostrice, elles ont le syndrome de la bonne élève, elles ne prennent pas, comme tu dis, conscience de leurs valeurs, et en fait, elles vont toujours minimiser. Enfin, même ça se dit, enfin, les femmes, elles ont pas, par exemple, le langage petit, je fais une petite chose, je vais, enfin, et c'est des tics de langage et des choses qui nous ont, qu'on a intégré. Et après, ça va aussi avec l'éducation genrée qu'on a pu recevoir, parce que rien qu'un exemple typique avec la cour de récréation, les petits garçons, ils sont habitués dès le plus jeune âge à prendre tout l'espace, et les filles, elles sont là en train de jouer sur le côté, à prendre le moins d'espace possible. Et c'est des choses que on, c'est difficile pour les femmes. Et après aussi pour les garçons aussi, par exemple, d'exprimer leurs émotions pour les garçons, mais pour les femmes, de pouvoir prendre leur place sans être jugées, sans, parce que il y a plein de choses, ça me fait penser aussi à une conversation que j'avais eue avec Caroline Peffer, parce que par exemple, rien que dans les bulletins scolaires, par exemple, un garçon et une fille, ils ont tous les deux 13/20, on va dire à un garçon, il n'a pas exploité pleinement son potentiel, alors qu'avec la fille, on lui dit peut mieux faire, alors que finalement, la fille aussi, elle n'a pas forcément exploité tout son potentiel. Donc, en tout cas, c'est super que tu sois partie de cette problématique-là, de ton vécu personnel, pour que tu l'as fait, t'as créé quelque chose de plus grand que toi pour pouvoir accompagner un maximum de femmes à impacter leur vie, puisque clairement, ça va plus loin que ça. La négociation salariale, ça touche la confiance en soi, l'estime de soi, et tout un tas de croyances limitantes qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Et du coup, ça m'amène à la question, pourquoi c'est important de négocier son salaire quand on est une femme encore plus? Alors, c'est important sur tellement d'aspects. En fait, lorsqu'on va négocier son salaire, on va surtout négocier sa valeur dans la boîte. Et ça, c'est hyper important. C'est que au-delà de la négociation salariale et de le faire de demander une augmentation, en fait, on va avoir ce laps de temps où on va pouvoir justifier notre valeur dans l'entreprise et on va pouvoir justifier notre posture en entreprise. Alors, il y a plein de choses que j'ai envie de dire sur ce sujet-là. La plupart du temps, déjà, pour énoncer un point et quelque chose qui m'avait complètement choquée quand je m'étais renseignée sur la négo salariale, c'est que on a peur du non dans la négociation. Et en fait, c'est à partir d'un non qu'on commence à négocier. En fait, cette phrase a complètement changé ma vision des choses, mais c'est le non n'est pas la fermeture dans votre négociation, mais c'est bien l'ouverture. Je m'explique pourquoi je parle de ça. C'est qu'en fait, on peut très bien les demander un salaire et la personne nous dit bah oui, je vais t'augmenter de 10K ou de 5K parce qu'en fait, il y a un quota ou parce que machin. Je peux demander à ma petite cousine de 6 ans d'aller demander quelque chose. On peut très bien lui donner indépendamment du fait qu'elle a négocié son salaire et négocié sa valeur. Et donc, pourquoi c'est important de négocier son salaire? Parce que c'est le moment dans l'année ou le moment où vous allez être en face d'entreprise, vous allez parler de vous, parler de votre collaboration, parler des termes du contrat et venir argumenter votre valeur. La plupart du temps, votre manager, il n'a pas conscience de tout ce que vous apportez dans la boîte. Et c'est le moment où vous allez pouvoir défendre votre posture et c'est essentiel dans votre milieu professionnel et c'est un impact énorme. C'est un impact d'abord financier puisque vous avez une valorisation financière, mais ça a aussi un impact social. Demain, je vais avoir, et pour avoir eu le cas de plein de femmes qui sont venues me voir et qui m'ont parlé de cette illustration-là, je vais avoir deux profils, donc une profil qui gagne 200 euros, une profil qui gagne 1000 euros. Elles ont exactement les mêmes compétences. Demain, je vais avoir un super poste à 2000 euros qui va se libérer. Je vais prendre celle de 1000 euros et je vais la mettre à 2000 euros. Pourquoi? Parce que pour moi, dans ma tête, celle de 1000 euros a plus de valeur que celle qui a 200 euros. Donc pour se rendre compte à quel point la négociation salariale, c'est au-delà d'aller négocier son salaire, c'est négocier sa valeur et c'est super important. Une autre chose, c'est que le syndrome de la bonne élève, je ne sais plus si tu en avais parlé un petit peu en début, mais le syndrome de la bonne élève, c'est le fait de... à l'école, j'ai appris à être une bonne élève. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille bien, et si je travaille bien, alors j'aurai une bonne note. Et c'est quelque chose qu'on va complètement transposer dans notre milieu professionnel, et on va se dire, si je travaille bien, alors on va m'augmenter, alors on va me valoriser. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, on a besoin d'être proactif dans ce schéma-là. C'est aussi important que de prioriser nos missions et nos compétences. Et comme on a été formaté à beaucoup donner à l'autre, c'est-à-dire je vais rapporter de la valeur pour prouver que j'ai de la valeur, pour me prouver à moi-même et pour gonfler mon estime de moi par rapport au regard des autres, mais je vais jamais, moi, essayer d'investir sur moi, essayer d'être bienveillante envers moi-même et d'investir du temps et de l'énergie pour montrer que j'ai du potentiel. Donc dans tout ça, c'est des choses qui sont essentielles. Au-delà de ça, je donne plein de points, mais parce que c'est vraiment un sujet qui est hyper vaste. Au-delà de ça, lorsqu'on négocie son salaire, on va aussi parler de posture.
Alors, je vais m'expliquer. La plupart du temps, quand on rentre dans un milieu, dans un écosystème de travail, et qui plus est, quand on a un syndrome de l'imposteur, quand on est jeune, etc., on va vachement avoir une posture de je te recrute. Alors que ce n'est pas je te recrute, mais on se recrute. C'est vraiment une collaboration avec l'entreprise. Il faut savoir que quand je vais être sur cette posture de je recrute, je te recrute, donc je négocie pas mon salaire, donc j'accepte tout, donc tu es au-dessus de moi, on va avoir une position qui va être très verticale et presque adulte-enfant. On va se faire infantiliser, ou parfois on va se mettre dans cette posture enfantin, d'avoir une posture infantilisée avec son entreprise. Donc l'entreprise est plus haute, plus grande et dominante, et a un rapport hiérarchique différent à moi. Alors que votre manager, il n'est pas plus important que vous. Votre manager a une fonction managériale, donc une fonction différente, mais vous devez avoir une posture verticale à une posture horizontale. Et tout ça, c'est les process qui va rentrer en compte dans la négociation salariale, et qui va rentrer en compte dans la négociation de sa valeur, et donc le fait de rééquilibrer et finalement de renégocier sa collaboration avec l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Et alors, pourquoi les femmes le font moins que les hommes ? Comme dirait notre célèbre Christine Lagarde, la première cause des disparités salariales, enfin l'une des plus grosses causes majeures, c'est que les femmes osent beaucoup moins négocier que les hommes. Pourquoi ? Alors, il y a plein de raisons. Enfin, moi, ça reste des suppositions. Enfin, ça reste ma perception personnelle. Mais d'ailleurs, cette année, on fête les 60 ans de l'ouverture d'un compte bancaire par les femmes sans l'autorisation d'un monsieur bonhomme, enfin d'un monsieur. Et en fait, tout simplement parce que il y a 100 ans, on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire. Enfin, il y avait plein de choses. On peut pas rivaliser avec plus de 1000 ans de patriarcat. Donc forcément, il y a un effet systémique, il y a une empreinte historique qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ont beaucoup moins confiance en elles, osent beaucoup moins. Et il y a plein de conditionnements. Tu t'en parlais tout à l'heure, on en parlait un peu avant le podcast, mais il y a plein de conditionnements sociaux qui vont faire que c'est plus compliqué pour une femme d'avoir cette position de cette posture-là, de développer sa confiance en elle, de développer son estime d'elle-même. Moi, je vois plein de femmes entrepreneuses qui se font lyncher sur les réseaux ou qui sont vachement critiquées parce qu'en fait, finalement, c'est des femmes qui entreprennent différemment. Et donc, tout ce conditionnement-là, tous ces acteurs qui vont rentrer en compte et qui vont conditionner notre quotidien vont faire que une femme va avoir beaucoup plus de mal à négocier son salaire, une femme va se sentir beaucoup moins légitime, une femme va avoir beaucoup plus le syndrome de la bonne élève ou le syndrome de l'imposteur, et malheureusement, il va falloir beaucoup plus travailler et se déconstruire pour s'armer et pour justement euh, pouvoir répondre à son besoin et construire son projet professionnel en partant de ce principe-là, et en se disant qu'on a peut-être un peu moins de chance que les hommes, ou en tout cas on a un peu plus de bagages. C'est hyper intéressant, tout ce que tu nous dis, et en fait, ça mène à plusieurs questions, mais notamment comment on fait pour reconnaître sa valeur? Comment on fait pour apprendre à oser? Parce que comme tu dis, c'est quelque chose de systémique et qu'on n'a pas forcément conscience. On se trimballe, on va dire, l'héritage de toutes les femmes qui sont passées avant nous, et du coup, c'est un peu dur de trouver sa place par rapport à tout ça et de savoir, nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Enfin, c'est vraiment des trucs vraiment de limite de développement personnel, d'apprendre à se connaître, à connaître son soi intérieur, son trésor personnel pour pouvoir avancer. Mais ça, comment on fait pour le découvrir, cette clé de trésor? Alors, moi j'aime bien dire une phrase, c'est savoir qui je suis pour savoir où est-ce que je vais aller. C'est super important. Et effectivement, la plupart du temps, on a du mal, enfin quand je travaille avec des femmes sur la négociation salariale, la plupart du temps, c'est avant de savoir se vendre, il faut savoir ce qu'on vaut. Et c'est très compliqué pour une femme de savoir sa valeur, puisque en fait on occulte énormément de choses. La plupart du temps, on va prendre une fiche de poste, on va lister la fiche de poste et on va dire voilà, mes compétences, elles sont là. Et en fait, il faut savoir que déjà dans une négociation salariale, ce qui est émis sur votre fiche de poste, c'est 5% de votre valeur, même pas. En fait, les leviers les plus gros dans votre négociation, c'est les compétences non dites, c'est les soft skills, c'est tout ce que vous cultivez, tout ce qui fait que vous cultivez votre unicité. En fait, pourquoi, par exemple, Estelle, pourquoi toi on t'a embauché? En fait, il y a Vincent, il y a Caroline, il y a Judith, n'importe quelle personne pourrait faire ton travail, mais pourquoi toi on t'a embauché toi? Quelles sont les compétences de manière tangible, donc quelles sont les compétences clés, mais quelles sont aussi les soft skills? Qu'est-ce qui fait que tu es toi et qu'est-ce qui fait que on t'a embauché toi pour ce poste-là? Et donc c'est un vrai travail d'investigation. Il faut comprendre que
Il y a plein de compétences que je peux mettre en avant. Et la plupart du temps, j'en ai même pas conscience que c'est ma valorisation et qu'elles font partie de ma valorisation et que c'est des compétences clés ou que c'est des soft skills qui sont hyper importants. Donc, on occulte pas mal de choses, surtout quand on est une femme. On part du principe que, bah oui, mais ça c'est normal ou, mais ça tout le monde l'a. Non, absolument pas. Ça fait de vous la personne que vous êtes. Donc, ça fait partie de votre valeur. Et donc, ce travail de valorisation va vraiment dépendre de chaque personne. Chaque personne a une valeur différente. C'est comme si je te disais, chaque protagonisme est unique. Chaque personne est unique. Et donc, comment je fais pour ne pas occulter et mettre en lumière ma valorisation et comment je fais pour la défendre dans mon écosystème de travail ou dans n'importe quel projet, que ce soit même dans des relations amicales, dans des relations amoureuses, etc. etc. Et d'autant plus c'est aussi défendre, enfin comprendre sa valeur, c'est aussi comprendre son écosystème de travail. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai fait 12 ans de piano, c'est génial. Je dis avant mon boulot que j'ai fait 12 ans de piano, c'est génial, mais est-ce que ça va apporter quelque chose dans mon écosystème de travail? Donc aussi comprendre dans ma valorisation quelles sont les valeurs qui sont plus valorisées dans cet écosystème-là, puisqu'elles sont peut-être plus demandées ou plus nécessaires. Et donc voilà, comment je fais pour valoriser mes compétences et surtout comment je fais pour valoriser mes compétences dans un écosystème de travail. Est-ce que ça fait sens ce que je te dis? Ouais, non, ça fait tellement sens, surtout que ça fait encore plus sens avec ce que tu disais, parce que moi, on m'a embauché, justement, mon entreprise Change Factory m'a embauché grâce à mon compte Instagram Féministe Stelou et mon compte TikTok, parce que justement, je me suis différenciée de tous les autres candidats et candidates par rapport à ça, parce que bah, déjà, j'apportais vraiment de la valeur ajoutée, c'était un travail... c'est un travail à temps plein, on va dire, d'être créatrice de contenu, et moi, en fait, j'avais l'impression que, bah, je créais, on va dire, juste des posts, mais en fait, il y avait vraiment des choses qui sont beaucoup plus loin que ça, la patience, l'abnégation, tout ce qui est, comment dire, prendre soin de sa communauté, interagir avec les autres, créer, faire du montage vidéo. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et nous, c'est vrai qu'on a tendance à pas faire ce pas de recul pour réaliser que, en fait, on crée vraiment quelque chose de grand et on s'en rend pas forcément compte. Et c'est pas évident, du coup, de pas se rendre compte de ces choses-là. Et du coup, quels seraient tes conseils justement pour faire un pas de côté et du coup pour là dans ce cas précis reconnaître ce qu'on fait et aussi pour trouver son alignement, parce que je pense aussi il y a des gens, enfin même moi ou toi, hein, on est passé par plein de steps, d'étapes pour savoir qu'est-ce qui nous correspond vraiment, et il faut expérimenter, mais après c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi là-dessus, c'est à toi de te le trouver, et ça aussi c'est dur de savoir mais qu'est-ce que j'aime, comment j'aime travailler, que de questions. Effectivement, tu soulignes un point qui est assez important, c'est que comment on fait, une fois qu'on a défini notre valeur et notre valorisation, comment on fait pour rentrer dans un écosystème de travail qui fit avec notre besoin. Et c'est quelque chose qui est pas forcément priorisé. C'est-à-dire que les femmes ne priorisent pas forcément ça. Souvent, on est conditionné par plein de choses, le fait qu'on n'est pas légitime à avoir ce boulot-là, le fait qu'on n'est pas légitime à demander telle ou telle chose. Donc, on va forcément se mettre en dernier plan. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, on va pas du tout se prioriser et on va prendre un petit peu tout ce qu'on peut avoir et au contraire se rendre flexible et s'adapter en occultant nos besoins qui sont parfois primordiaux. Et donc, ce qui est hyper important dans ce process-là, c'est bien apprendre à se connaître. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est bien d'apprendre à quels sont mes besoins numéro un. Peut-être que si je sors d'études, peut-être que et que j'ai un prêt, mon besoin numéro un, ça va être le salaire. Peut-être que si j'ai 4 enfants et que je suis une maman, peut-être que mon besoin numéro un, ça va être aussi le pro-perso, 4 temps par semaine. Peut-être que aujourd'hui, je vais avoir un besoin sur de l'impact. Peut-être que demain, je vais avoir un besoin sur de la prise de décision, etc., etc. Et c'est de bien pouvoir cristalliser ses besoins et surtout de bien pouvoir matcher son environnement, son écosystème de travail avec ses besoins. Moi, je dis souvent cette phrase-là, c'est que aujourd'hui, on passe 60 à 90% de notre temps au travail. C'est super important qu'on soit aligné avec ce qu'on fait. C'est super important qu'on sache pourquoi on se lève le matin. Et c'est super important qu'on ne vit pas à travers le regard des autres. La plupart des femmes vont avoir, justement, on parlait tout à l'heure de fait de beaucoup moins oser, de beaucoup moins aller négocier, etc., vont avoir ce rapport au fait de légitimité avec l'estime de soi, l'amour de soi. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à. Je pense que j'ai la capacité à chercher ce salaire-là, je pense que j'ai la capacité à réussir cette tâche-là, etc., etc. Et le fait que j'ai une estime de moi qui va être beaucoup plus basse, je vais avoir une valorisation de moi qui va être beaucoup plus basse. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vachement focus sur la valorisation que les autres me donnent. Donc, je vais vachement focus sur le regard des autres. Et donc, je vais même driver mes choix qui sont super importants, mes choix du quotidien, par rapport au regard des autres. Et non pas par rapport à la valorisation ou à la valeur ou aux besoins que je donne à moi-même. Donc déjà, c'est super important. Il y a un vrai travail d'investigation de soi.
de comprendre quels sont mes besoins, de prioriser de mes besoins, de comprendre quelles alternatives je peux avoir et surtout d'avoir le bon écosystème de travail par rapport à mes besoins. Et il faut se dire que, et ce qui est le plus difficile dans une négo salariale, c'est que parfois on va avoir des femmes qui n'ont pas forcément la négo escomptée, n'ont pas forcément le salaire escompté. Et parce qu'une négociation, ça se fait à deux. J'ai beau envoyer le meilleur négociateur du GIGN négocier à sa place, si la personne ne veut pas négocier, on ne pourra pas négocier. Une négociation, ça se fait à deux. C'est un compromis entre deux personnes. Et donc, parfois, je vais avoir des femmes qui vont être cette espèce de renforcées par ce manque de légitimité, renforcées par ce manque d'estime de soi, vont être dans ce truc de bon bah tant pis, on m'a proposé que 2 cas ou 3 cas, tant pis, j'accepte et l'année prochaine, je redemanderai plus ou quoi aux caisses. Et en fait, j'ai envie de dire à ces femmes-là, si votre écosystème de travail ne répond pas à tous vos besoins, ayez la confiance en vous et l'estime de vous de fermer cette porte. Pourquoi ? Parce que fermer une porte, ça veut dire plein de portes qui s'ouvrent. Et j'ai eu l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée qui s'appelle Joanne, qui est une super copine aujourd'hui. On l'a accompagnée il y a maintenant peut-être 2 ans et demi. Joanne, on l'avait accompagnée sur une négociation dans la boîte actuelle. Et en fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Au-delà de ça, il y avait le fait qu'on n'arrivait pas bien à comprendre la valorisation qu'elle avait, au-delà de ses compétences. Enfin, elle avait même un double poste. Enfin, il y avait pas mal de choses. Et la négociation était très compliquée. Tu sais, c'est beaucoup sans citer les grandes boîtes, mais les Big Four, etc. Tu vois, tu as des boîtes qui sont beaucoup moins flexibles, où c'est beaucoup plus compliqué, où ce que je disais tout à l'heure, il y a un rapport de force où ils sont beaucoup plus sur le rapport adulte-enfant et non pas sur le rapport de co-construction et collaboration. Et donc, c'est plus compliqué de négocier avec ces boîtes-là. C'est plus compliqué de montrer comment je me distingue et comment je montrer quelle est ma valeur et donc comment je peux créer mes leviers de négociation. Et du coup, avec cette femme-là, on s'est rendu compte que voilà, on n'allait pas avoir plus de 6 cas, on savait qu'elle pouvait aller chercher 10 cas ou même plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a même pas été un choix qui est venu de moi, mais c'est en faisant ce travail de bien définir son besoin, en faisant ce travail de construction d'elle-même, en faisant ce travail de construction sur ses soft skills, sur son estime de soi, sur sa confiance en soi, etc. Et vraiment prendre conscience de sa valorisation, elle s'est dit, mais en fait, non, je ne vais pas rester dans cette boîte-là. Et elle est partie, elle est partie dans une autre boîte américaine dans laquelle elle était c'était un vrai bonheur. Et aujourd'hui, elle dit même que ça a été la meilleure décision de sa vie. Elle est partie non pas négocier 10 cas, mais 20 cas. Et dans cette illustration, je dis pas que voilà, on va toujours trouver mieux ailleurs ou que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que il faut bien prendre en conscience les choix qu'on fait, il faut bien qu'on les considère par rapport à nos besoins, et si ça ne fit pas par rapport à nos besoins, il ne faut pas hésiter à partir. Il ne faut pas hésiter à se donner l'opportunité. En fait, c'est aussi se donner la valeur et c'est une forme, je trouve, d'amour envers soi, de se faire confiance et de se dire qu'on a la valorisation et qu'on peut aller chercher mieux ailleurs. Et donc voilà, pour illustrer vraiment l'impératif de bien comprendre ses besoins et de bien choisir un écosystème de travail qui fit avec nous-mêmes. C'est très, très, très important. C'est important sur son épanouissement professionnel, c'est important sur sa construction de projets professionnels, c'est important pour son évolution de carrière, etc., etc. Ça a vraiment beaucoup d'impact. Oui, non, c'est très inspirant, tout ce que tu nous dis, parce que vraiment, il faut trouver du sens dans ce qu'on fait. Et puis comme on peut s'en douter, on n'a qu'une seule vie, enfin, tout peut disparaître du jour au lendemain. Donc, enfin, on est la personne la plus importante de nos vies, on va être avec soi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Enfin, il y a qu'avec nous-mêmes qu'on pourra avoir cette relation comme ça pour toujours, entre guillemets. Et c'est vrai que si on n'apprend pas à se faire confiance, bah, en fait, on va passer à côté de notre vie, en fait, et on va après, plus tard, on va regretter, on va se dire, ah mince, mais si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais fait ça. Alors qu'en fait, il vaut mieux, enfin, faut pas vivre avec de regrets, faut mieux vivre avec des remords que des regrets. Et c'est tellement important pour nous, pour qui on est, de trouver cette lumière en nous, et parce qu'en plus, quand on se connaît soi, on peut apporter aussi de la lumière aux autres. Enfin, c'est un travail qui est bénéfique pour tout le monde. On s'aime. Enfin, se développer son amour de soi de façon inconditionnelle, c'est tellement important, parce que ça aussi, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes, notamment par exemple dans le monde de l'entreprise, parce que
on s'aime toujours quand on réussit les choses, qu'on a des succès et tout, mais quand on rate, quand on a de l'échec, quand on n'y arrive pas, là, en fait, ça va pas. On n'arrive pas à s'aimer et pourtant, en plus, dans le monde de l'entreprise, on ne montre que des trucs, ah là là, success story, il a trop bien réussi sa life et tout, il est millionnaire, elle est milliardaire, enfin, que sais-je. Et nous, on est là, on dit, mais putain, et moi, je suis pas là, moi, je suis trop nulle à côté, je me compare de ouf. Du coup, aussi, c'est pas évident, je pense, de faire aussi un pas de côté pour prendre de la distance et se dire que on peut pas se comparer à quelqu'un qui n'a pas les mêmes cheminements et pas les mêmes systèmes de croyances, pas la même vie que nous. Et la seule personne avec qui on peut se comparer, c'est soi-même, son soi du passé. Mais c'est aussi des choses vraiment un peu tricky, à vrai dire. C'est vrai. C'est vrai, mais qui plus est, je trouve que c'est compliqué. En fait, le problème de notre société, c'est qu'on est vachement, enfin, comme tu disais, on est toujours comparé à un peu tout le monde. On voit forcément. On a aussi un discours très positif et très dans il faut s'aimer, il faut s'accepter, etc. Mais il faut aussi. Moi, enfin, le discours que j'aimerais avoir là-dedans, c'est pas plus. Il faut être la meilleure version de soi-même, il faut faire mieux que les autres. C'est plus, il faut faire différemment. Il faut pas forcément faire mieux, mais il faut faire différemment. C'est comment je fais pour comprendre qui je suis, comment je fais pour cultiver ce que je suis, comment je fais pour avoir de la bienveillance envers moi-même. Même si je suis pas bonne là-dedans, c'est ok, c'est pas grave et j'en prends conscience et j'aime toutes les parties de moi. Et c'est vraiment comment je cultive l'amour de soi, comment je cultive l'estime de soi, comment aussi je pars du principe que sans regarder le verre à moitié plein tout le temps, mais que je pars du principe que bah, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, que j'essaye de déconstruire tous ces contes de fées magiques où voilà, elle atteint ce poste-là, etc. Mais qu'il y a forcément un travail derrière, il y a forcément plein de choses, il y a forcément des échecs derrière, et que j'essaye de démystifier ces contes de fées, essayer de déconstruire ça et te dire qu'est-ce que moi je peux en tirer à moi et qu'est-ce que ça peut m'apporter pour au minimum me sentir bien tous les jours et tu vois, j'ai même pas envie de dire que je sois la meilleure version de moi chaque jour, mais c'est juste que chaque jour je sois à l'aise avec moi-même. Donc c'est que ça soit être femme au foyer, que ce soit avoir une super carrière, que ce soit être milliardaire, que ce soit élever des chèvres dans le fin fond d'une montagne, c'est comment je fais pour être bien avec moi-même. Et finalement c'est pas si c'est pas si simple que ça parce que être bien avec soi, c'est bien se comprendre. Parce que souvent nos choix sont vachement conditionnés par plein de choses. C'est-à-dire que je veux avoir une super carrière parce que finalement j'ai l'impression que j'ai pas d'estime de moi et j'ai besoin de cette carrière-là pour pouvoir me valoriser moi. Donc c'est vraiment compliqué comme sujet, mais c'est comment je trouve une paix dans le sens où je me pose pas trop de questions, où je sens que c'est fluide, où je sens que je m'apporte des choses, où je sens que j'évolue et je sens que tout ce que je fais, c'est OK. Donc c'est assez compliqué, c'est assez tricky, et je trouve que c'est un vrai travail d'investigation de soi et c'est même un vrai travail important pour parfois réajuster sa North Star, parfois réajuster ses objectifs et savoir où est-ce qu'on va et comment on fait pour emprunter des chemins qui sont moins compliqués que d'autres, ou qui sont plus OK avec nous-mêmes. Oui, et puis ça me fait penser ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on est vraiment conditionné par les autres. On peut très bien être on peut très bien être influencé par exemple par des parents, par exemple, je sais pas, l'enfant il a pas du tout envie de faire médecine, mais les parents lui disent si c'est super médecine, vas-y, tu vas être hyper heureux, tu vas être hyper heureuse là-bas, et du coup l'enfant il va faire ça et finalement en fait il va avoir un désalignement en soi. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'un boulot, on y est beaucoup de temps de notre vie, enfin 5 jours par semaine en moyenne en général. Et du coup, si t'aimes pas ton taf, si t'aimes pas ce que tu fais, si t'arrives pas à te retrouver, en fait, c'est le meilleur moyen de faire un burn-out et d'être complètement désaligné dans ta vie et que ça va avoir des impacts un peu partout puisque ta valeur, elle a été définie par quelqu'un d'autre et pas par toi-même. Et c'est vrai que ouais, c'est pas évident de faire, de s'assumer et de se dire mais non moi j'ai envie de faire ça, surtout que par exemple je sais pas, je vais prendre l'exemple de la tech, il y a beaucoup d'hommes et dire une femme j'ai envie de m'assumer, j'ai envie d'être dans la tech, mais du coup c'est aussi subir le sexisme, subir le harcèlement, subir les difficultés, les biais et compagnie, et t'as pas toujours envie de ça, t'as pas envie d'être toujours dans le combat. Enfin, quand t'es une femme, t'es souvent dans le combat beaucoup, parce que rien que on lutte pour exister déjà dans l'espace public, dans l'espace médiatique et compagnie. Mais en fait, ouais, il y a des gens, et ça se comprend tout à fait, qui disent non, mais en fait, j'ai pas envie de combattre. Moi, je veux juste être tranquille, quoi. Et c'est aussi ok, quoi. C'est exactement ça. C'est aussi OK. En fait, heu, ton combat, c'est ton combat à partir du moment où tu décides que c'est ton combat et si tu décides que c'est pas ton combat et c'est OK. Je veux dire, il y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire qu'il y a pas de bon, il y a pas de méchant, c'est en fait, ta vérité, c'est la tienne et c'est peut-être pas celle de l'autre et c'est OK. Et je trouve que
c'est aussi ça le féminisme, je trouve que c'est aussi le fait d'accepter les autres, c'est aussi de cultiver l'amour des autres. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est aussi avoir cette bienveillance envers soi-même, envers les autres, envers un petit peu tout ça. Mais effectivement, c'est une très grande question qui peut se traiter en long et en large, en travers. Non, mais je suis d'accord avec toi, le féminisme, c'est avoir de l'empathie et de la bienveillance et c'est des choses, des qualités qui manquent, beaucoup, dans le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jugements, pour les choix qui sont faits par les gens, alors que finalement, du moment que toi, tu es bien aligné dans tes propres choix, c'est ça le plus important, je pense. Et c'est vrai que la question de la légitimité chez les femmes, elle est très, très, très compliquée parce qu'elles sont pas forcément toujours entendues. Enfin, de toute façon, même, hein, les femmes, nous, on a été invisibilisées dans toute l'histoire de l'humanité. Hein, donc, comme tu disais, un millénaire de patriarcat, ça s'efface pas comme ça. Et du coup, oui, pour une femme, pour être légitime à négocier son salaire, c'est pas évident, quoi. C'est vrai. En fait, le problème de ce que je disais tout à l'heure, c'est l'effet systémique, l'empreinte historique fait que les femmes ont beaucoup moins d'estime d'elles-mêmes. L'estime d'elles-mêmes, l'estime de soi, c'est la capacité à, donc ça rime aussi avec la légitimité à aller chercher telle ou telle chose. Et en fait, finalement, moi, ce que je vois auprès des femmes qu'on accompagne, c'est que la légitimité, donc, elle se construit à travers le fait de cultiver l'estime de soi, de cultiver l'amour de soi. Ça, c'est sûr que tu le travailles au travers ce travail-là. Mais au-delà de ça, en fait, le fait donc, dans une négociation, je parle de la légitimité, par exemple, pour une négociation de salaire, bah, dans le fait de préparer ta négociation. Dans le fait de préparer ta négociation, tu vas aller dans ta dimension rationnelle, tu vas aller chercher tous les faits, les preuves, les performances, etc. Et en fait, en travaillant en étant dans ce processus de préparation de négociation, bah, tu vas te légitimer. Puisque la meilleure chose meilleure chose pour une personne qui se sent pas légitime, c'est de venir d'argumenter avec une force de frappe, avec des faits qui sont tangibles. C'est-à-dire des faits que toi-même, tu ne peux pas déconstruire. Et donc, le fait de me dire, bah, en fait, j'ai apporté tant à la boîte, j'ai rempli 90% de mes objectifs, j'ai bossé sur 4 missions et la plupart des personnes bossent sur une mission. En fait, je vais me légitimer à aller chercher ce salaire-là. Le fait d'aller dire, bah voilà, en fait, aujourd'hui, ma fourchette salariale, aujourd'hui, je suis à 50K. Ma fourchette salariale, elle est entre 50 et 70. Et en fait, la plupart de mes collègues sont à, je sais pas, 65. Bah, je vais me légitimer à aller chercher ce salaire-là. Et donc, je trouve que la légitimité, elle vient avec deux choses. Elle vient avec la chose qui est un petit peu moins tangible, ce qui va être cultiver son estime de soi et son amour pour soi sur du long terme, mais aussi sur du court terme. C'est venir sur un moment précis, c'est comment je vais amener des arguments tangibles pour me permettre d'un petit peu triquer mon cerveau à moi et de me légitimer à moi en me disant, en fait, je ramène des faits tangibles que je ne peux pas contredire. Et donc, je pense que c'est une bonne manière de se légitimer. C'est une bonne manière de se légitimer dans une négociation salariale. Et qui plus est, c'est hyper important de se légitimer et d'avoir confiance en soi quand on négocie son salaire. Parce que j'ai beau préparer ma négociation comme une bosse, j'ai beau avoir bossé ça, j'ai beau avoir des super arguments, si je n'ai pas confiance en moi, inconsciemment, je vais utiliser des mots comme je pense que j'aimerais. En fait, inconsciemment, mon champ lexical va changer. Inconsciemment, ma posture, elle va changer. Je vais avoir une posture beaucoup plus fermée. Je vais avoir une voix beaucoup plus faible, etc. Et en fait, ça va complètement jouer dans ma négociation. Donc, d'autant plus c'est un aspect qui est hyper important. Et souvent, c'est l'aspect qu'on va privilégier moins. Pourquoi? Parce qu'on a le syndrome de la bonne élève, compétences clés, machin, etc. On va beaucoup plus apporter de la valorisation et de l'importance au travail de bien montrer qu'on est forte, qu'on a de la valeur, qu'on a bien rempli tel carré, etc. Parce qu'on est des femmes et qu'on aime le savoir-faire. Mais on va beaucoup moins apporter d'importance au fait de croire soi en ce qu'on dit, en nous-mêmes investir dans la confiance en nous, l'estime de nous, la légitimité, etc. Et au contraire, c'est souvent les plus gros leviers de négociation. Et je donne un exemple en parlant de mon expérience. Je ne sais pas si je peux en parler là en podcast, mais bon, j'en parle quand même. Bon, pendant la moisson, j'ai été approchée par un groupe qui m'ont proposé un boulot de consultante pour travailler, pour créer créer une formation en interne sur
le groupe, donc dans le monde entier. Et donc, du haut de mes 24 ans, 25 ans, quelque chose comme ça, ouais, 24 ans, donc je passe les entretiens, etc. Et puis, hem, donc forcément la négociation c'est mon dada, donc je sais très bien valoriser ma valeur et cetera. Et puis même dans ce travail-là, j'avais full confiance en moi, en fait. Dans ce travail-là, j'ai vraiment, pris un moment pour, travailler ma dimension émotionnelle, ce qu'on appelle gestion du stress, des émotions, savoir quelles sont mes peurs, mes craintes et cetera, et débunker un peu tout ça pour être sûre d'être en pleine gestion de mes émotions et du coup en plein contrôle de ma négociation. Et rien que le fait de faire ça, bon, Premier er 1 proposition, donc sans négociation, il m'avait proposé 12 K. Donc 12 K par mois, ce qui est énorme pour mon profil et énorme pour l'âge que j'avais. Donc super, mais là où on voit où la valorisation aussi, enfin le fait d'argumenter, le fait de négocier ma valeur, le fait de montrer en fait tout ce que je vaux, tout ce que j'ai fait et tout ce que je peux apporter, bah, ça a fait qu'ils m'ont proposé 12 K. Et le premier contre-argument, forcément on s'y attend, c'est: «Ah bah tu es plutôt jeune, c'est plutôt bien, ce que tu as, les 12 K c'est super, enfin c'est génial». Et en fait, le contre-argument que j'avais, mais que j'ai même pas préparé, mais qui faisait sens pour moi, parce que du coup je m'étais complètement légitimée, j'ai dit: «Mais non, mais en fait oui, effectivement j'ai 26 ans et du coup je suis au même poste que la plupart des personnes qui ont 56 ans, mais ce qui prouve bien, c'est qu'à 26 ans, je suis arrivée au même endroit que les autres personnes qui avaient 56 ans, ce qui prouve bien que j'ai une force de frappe plus importante. Donc, j'ai exponentiellement parlant, je vais avoir, enfin, c'est plus intéressant d'investir sur ce type de profil. Et au contraire, en fait, ma valorisation est d'autant plus grande. Et en fait, donc le fait d'être légitime sur ce poste-là et sur ce salaire-là, etc., en fait, j'ai complètement contre-argumenté et finalement expliqué que tout est une question de point de vue, il n'y a pas de vérité absolue. De son point de vue à lui, bah, j'ai 26 ans, 12 000 euros, c'est énorme. De mon point de vue à moi, j'ai 26 ans, je suis sur ce salaire-là. Au contraire, c'est capitalisé sur un potentiel, etc., etc. Donc, je m'éloigne un peu, mais pour dire à quel point la légitimité, c'est un point clé dans sa négociation, mais c'est un point clé dans son écosystème de travail. C'est un point clé quand on va discuter avec son manager, c'est un point clé quand on va défendre une position, c'est un point clé quand qu'on va discuter avec un client. C'est super, super important. Et donc, c'est un vrai travail de fond. Il y a un travail à faire sur des choses un peu plus tangibles, un peu moins tangibles. Mais voilà, je suis partie un peu dans plusieurs choses. Un autre point aussi que j'aimerais évoquer, c'est pas forcément, ça répond pas forcément à ta question, mais je trouve que c'est important d'en prendre conscience et c'est important, enfin, ça résonne sur la légitimité. Lorsque vous passez un entretien pour un boulot, il faut savoir que c'est que de l'hypothèse. C'est-à-dire que le fait que j'ai le round numéro 2 ou que j'ai tel ou tel salaire, la personne ne m'a jamais testé. C'est-à-dire que dans la posture et dans la légitimité où je vais aller demander telle ou telle chose et dans même la négociation que je vais faire, tout est basé sur de l'hypothèse. Et donc, ça prouve bien que sans avoir testé, donc sans avoir mis en œuvre des compétences clés, on peut proposer 60K, 30K, 80K, etc., etc. Mais ça reste que de l'hypothèse. Et donc, on comprend bien qu'il y a une dimension soft skills, une dimension moins tangible, une dimension beaucoup plus de se vendre, une dimension de posture, une dimension de légitimité, etc., qui est clé dans ce process-là. Et là où, au contraire, la plupart des femmes que je rencontre vont avoir beaucoup plus tendance à travailler leurs compétences clés. Et pas forcément travailler ces dimensions-là. Et en fait, elles n'arrivent même pas au stade de round 2. Et du coup, et puis même, ce qui m'arrive souvent, c'est au fur et à mesure, en fait, elles n'arrivent pas à passer ces entretiens-là. Donc, elles vont baisser leur expectation, donc, enfin, comment dire en français, Un critère. leurs critères, voilà, c'est leurs besoins, etc. Et donc, elles vont avoir ce côté même de perdre confiance en elles, et ça va être un peu le serpent qui se mord la queue, etc. Alors que il faut prendre en conscience qu'un entretien, c'est que de l'hypothèse. En fait, la personne ne t'a jamais testé. Et c'est là où tu as les plus gros leviers de négociation. On dit souvent que c'est pas en renégociant dans son poste, c'est pas en se disant bah c'est pas grave, j'ai pas eu ce que je veux, donc dans 6 mois, comme ça, je vais leur tester avec mes compétences et ils vont voir. Non, non, c'est pas là où tu auras tes plus gros leviers. Tes plus gros leviers de négociation, c'est en entrée. Et donc, c'est aussi pour démontrer que la légitimité, c'est un point clé dans sa carrière, c'est un point clé dans la négo, mais c'est un point clé aussi pour négocier au-delà de la carrière, des missions, un poste, etc. Je te donne plein d'éléments, mais
Non, non, mais c'est passionnant ce que tu nous racontes et je vois vraiment que franchement, hein, négocier, c'est vraiment ta zone de génie. Tu as une vraie expérience là-dessus et c'est plutôt cool, les arguments que tu avais donnés, face au gars en face de toi parce que finalement, ça veut rien dire envers de que tu travailles, 30 ans dans la même entreprise ou pendant 2 ans. En fait, tout le monde est différent, en fait. Chacun a sa propre manière de voir les choses, chacun a sa propre zone de génie, ses propres compétences à mettre en avant et c'est vraiment de la complémentarité, là-dessus. Et du coup, ça, je trouve ça bien parce qu'il y a beaucoup de femmes qui potentiellement auraient pu s'auto-saboter dans cette situation-là du coup en perdant un peu de leur valeur. Et c'est comme tu disais, hein, par exemple baisser leurs critères, ça me fait aussi penser là clairement aux applis de rencontre, que on part avec un idéal et finalement on n'arrive pas à le trouver. Et du coup, au lieu de se camper sur nos positions en disant non mais je sais ce que je vaux, je vais pas baisser mes critères, parce que baisser mes critères ça veut dire bah se vouloir quelque chose de moins bien que ce que tu peux mériter. Tu mérites de mieux, mais en fait, tu n'arrives pas à trouver, donc tu essayes d'adapter à quelqu'un ou à un poste qui finalement ne te correspondra pas, alors que finalement, faire comme ça, c'est la pire des moyens, on va dire, d'être déçu et de frustré par la suite. Et puis même, comme tu disais, c'est le meilleur moment, en effet, dans les entretiens pour négocier son salaire, parce qu'après, euh, j'ai vu une étude, je l'ai plus trop en tête, mais je sais que les fois où tu négocies pas ton salaire, après, ça fait des énormes disparités à la retraite, justement, parce qu'il y a cet effet cumulé que tu aurais pu avoir ce salaire-là, mais tu l'as pas fait. Et du coup, en fait, après, le fait que tu ne négocies pas ton salaire, en fait, ça va créer une grosse disparité dans tes négociations à venir. Je suis complètement alignée avec ce que tu dis et c'est pour ça que je dis aux femmes, négociez votre salaire, enfin, faites ce travail le plus tôt possible parce qu'effectivement, c'est exponentiel et en fait, chaque année, tu pars d'un salaire qui est plus bas et cetera et cetera. Je donne un exemple, je ne citerai pas l'entreprise, mais moi, j'avais accompagné, une femme qui bossait dans un très, très, très grand groupe dans l'énergie, qui avait 20 cas de différence avec son mari. Tout simplement parce qu'on lui a dit qu'à l'entrée, grand groupe, c'est grille salariale. Elle n'a pas négocié, lui, il a négocié, et au bout de 5 ans, ça fait 20 000 euros de différence. Pour le même poste, dans 2 mobilités différentes. Et en fait, déjà, ce sujet-là, il soulève aussi un autre point qui est que il n'y a pas de vérité absolue. La plupart du temps, et donc on revient, c'est un peu lié, mais on revient sur la posture verticale et horizontale, c'est que, par exemple, la plupart du temps, quand les femmes vont négocier, elles vont partir du principe que, par exemple, le non est une vérité absolue. C'est-à-dire quand la personne te dit non, tu ne vaux pas ça ou non, je te donnerai pas ça, c'est-à-dire que non, c'est bon, j'ai pris ça comme un adulte qui m'a dit non, donc j'ai pas le droit de le faire. Et donc elles vont pas remettre en décision ce non-là, enfin remettre en cause ce non-là. Et comme plein d'autres choses, comme le fait de me dire, comme j'aurais pu, on aurait pu me dire, non, t'as 26 ans, c'est déjà très bien 12 000, j'aurais pu me dire, oh, c'est vrai que c'est génial, etc. Et donc, j'aurais pas forcément remis en cause ça. Ou de me dire, écoute, t'as pas d'expérience, t'es jeune diplômé, donc on va pas, enfin, là, tu négocies pas ton salaire, tu prends ce que t'as. Bon, je remets pas en cause ça. Et en fait, le fait de comprendre qu'il n'y a pas de vérité absolue, le fait de comprendre que c'est qu'un point de vue, le fait de comprendre qu'aussi un non, parce que la plupart du temps, en fait, on n'a pas envie de négocier, on a peur de négocier. Pourquoi ? Parce que on pense qu'on ne sait pas négocier. Alors que tout le monde sait négocier, enfin, tout le monde sait négocier. Ce soir, je rentre à la maison, j'ai mon fils de 6 ans qui est devant la télé, qui regarde Papatrouille, et je lui dis, viens manger à table avec moi, parce qu'on mange sur la table, et lui il me dit, non, s'il te plaît, maman, il va commencer à négocier avec moi. Et qui plus est, pour les meilleurs négociateurs, il va comprendre mon besoin, il va comprendre son besoin, il va créer un compromis. Donc, il va être full dans la négociation. Il va se dire, écoute, ce soir, je regarde Papatrouille devant la télé, mais promis, demain, je viens manger avec toi, et si tu veux, je mets la table et je vis la vaisselle. Donc, si un gosse de 6 ans sait le faire, pourquoi une personne qui a 45 ans, qui a 50 ans, qui a 26 ans ne sait pas le faire ? Parce qu'on deal avec sa valeur. Et quand on deal avec sa valeur, c'est quand on entend le non, tu ne peux pas avoir ça, on entend non, tu ne vaux pas ça. Et c'est ce que moi j'ai entendu dans ma première expérience professionnelle. Quand j'ai entendu le non, en fait, j'ai pas eu ce salaire-là, j'ai entendu non, tu n'as pas de valeur. Et en fait, il faut décorréler le non, je n'ai pas de valorisation, c'est pas une vérité absolue. Le non, c'est la personne qui te dit non, peut-être parce qu'elle n'a pas compris, non parce qu'elle ne voit pas en quoi la valorisation que tu demandes est en accord avec ce que tu demandes, non parce qu'il n'y a pas de budget, non parce qu'il y a plein de choses. Et donc, le non, ça deal avec sa valeur, donc ça deal avec l'ego, l'estime de soi, la confiance en soi, donc forcément, c'est pas agréable. Mais à partir du principe où on comprend que c'est pas des vérités absolues, qu'on comprend que tout argument a contre-argument, qu'on comprend qu'il n'y a pas de gentil ou pas de méchant, qu'on comprend que tout est une question de point de vue, en fait, ça nous donne un champ des possibles qui est énorme.
Et donc, ça nous donne une dynamique de négociation et c'est là où on rentre dans notre négociation et c'est là où on va venir débunker le truc. Et un autre point aussi, j'évoque plein de points parce qu'il y a tellement de sujets à ce propos-là, mais c'est de comprendre aussi qu'une négociation, parce qu'on parlait de justement de comprendre que le non, c'est pas une vérité absolue, de comprendre qu'il n'y a pas de vérité absolue, de comprendre que les arguments sont des contre-arguments, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est une négociation. La plupart du temps, on pense qu'une négociation, c'est une discussion où il y a une petite musique, où tout le monde est stressé, où on va se crier dessus, on va s'emporter, etc. Et en fait, il faut comprendre qu'une négociation, c'est une discussion avec une personne pour trouver des compromis, pour bien énoncer son besoin, pour comprendre le besoin de la personne et pour trouver une solution de compromis. C'est du win-win. En fait, quand moi je vais aller négocier avec mon entreprise, la plupart du temps, je vais avoir des femmes qui vont se dire, bah voilà, en fait j'ai 20 cas de différence, je suis frustrée, je suis machin, etc. Je veux, tu te débrouilles et tu me donnes. En fait, c'est pas comme ça que tu négocies. Le premier point, c'est de te dire, d'abord, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que l'entreprise veut? C'est quoi tes besoins? Ok, là-dessus je peux y répondre, là-dessus je peux y répondre, par contre ça va être plus compliqué. Et ensuite, quels sont moi mes besoins? Qu'est-ce que moi j'ai besoin et comment toi tu peux m'apporter de la valeur? Et donc trouver un compromis. Et la plupart du temps, là où on pense qu'une négociation, c'est un combat de dominance, c'est un moment hyper désagréable, au contraire, c'est un moment où on va souder les relations. C'est un moment où on va expliquer que notre objectif, il n'est pas divers. Notre objectif, il est commun, c'est qu'on trouve une solution commune. Et on est dans la co-construction, et c'est là où on crée une relation même de confiance. Et c'est là où on cultive notre relation et notre relation avec notre entreprise, et c'est essentiel. Et donc, le fait d'avoir un argument enfin, d'avoir même une posture où je vais être dans la compréhension, dans le fait où je vais pas chercher que moi, mon intérêt à moi, mais je vais chercher dans l'intérêt dans lequel on peut grandir ensemble, c'est là où on ouvre notre négociation, c'est là où on crée des leviers, c'est là où on va forcément argumenter. Forcément, l'objectif, c'est de se dire, bah, notre manager, il n'a pas conscience de notre valeur, notre manager, il n'a pas conscience de telle ou telle chose, et justement, c'est à moi de lui montrer tout ça. Dans la bienveillance, dans la communication, dans le respect d'autrui, etc., etc. C'est ça une négociation. En fait, le combat de dominance, ça marche super bien quand tu es en brocante et que tu veux acheter un vase à 50 centimes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de relation derrière qui se crée. Mais dans le travail, tu as une relation qui se crée. Donc le fait de créer un combat de dominance, ce qui se passe dans les Big Four, c'est-à-dire le fait de se dire, bah en fait, t'es consultante, donc en fait, ton métier, enfin, euh, par rapport à, enfin, la grille salariale, 7 ans, donc 2 ans d'expérience, et en fait, complètement casser cette relation de confiance, le jour où il y a un concurrent qui lui propose mieux, plus cher ou machin, elle va partir parce qu'il n'y a pas de relation de confiance. Inversement, si moi je vais venir négocier sans forcément argumenter, en venant faire des coups sans être dans cette collaboration et plus dans ce je veux, c'est sûr qu'à 17h, quand je vais partir, on va me dire, bah attends, tu prends tes demi-journées, etc., etc. Ça veut dire que la relation de confiance n'a pas été cultivée. Et c'est ce qu'on promouvoit avec la moisson, c'est ce qu'on explique aux femmes qu'on accompagne. C'est pour ça que la plupart des femmes, elles viennent en disant oui, mais en fait, négocier, j'ai pas envie de me mettre à dos mon manager, etc. Mais justement, non, tu vas cultiver cette relation. Justement, tu vas prendre un moment où tu vas expliquer que tu as de la clairvoyance dans ce que tu fais. Tu vas expliquer que ton objectif, c'est aussi que vous grandissez ensemble et que tu vas expliquer que ton objectif, c'est que vous grandissez ensemble, mais aussi qu'il faut que l'entreprise réponde à tes besoins, donc que tu sois payé à ta juste valeur. Et puis il y a autre chose, il n'y a pas que le salaire, mais que toi aussi, tu es là pour apporter de la valeur. Et donc voilà, je fais plein d'allées et va, mais je trouve que c'est des points essentiels. Moi, j'avais pas du tout cette vision-là de la négociation quand j'ai commencé à traiter le sujet. Et j'ai l'impression que la plupart des femmes ont cette vision un peu démoniaque. Et je trouve que c'est hyper important de démystifier la négociation, de démystifier son rapport à l'argent, de démystifier son rapport au travail, etc. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, oui, on a beaucoup de fausses croyances sur la négociation, et là, clairement, enfin, la façon dont tu le présentes, c'est clairement du développement personnel, en fait. On peut prendre ça comme situation, parce que tu vas apprendre à poser tes limites, à connaître tes besoins, à savoir tes aspirations, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que vous pouvez marcher ensemble, est-ce que ça marchera, parce que potentiellement, ça va pas marcher, et c'est ok, en fait, et c'est hyper important. Et hier, ça me fait penser aussi, tu parlais
de se confronter au non. Et j'avais vu, bon, elle date un peu, je crois que ça datait de l'année dernière, une tendance sur TikTok où justement il y avait des gens qui allaient directement négocier des choses, mais tout le temps pour se prendre des noms tout le temps. Et en fait, à force, ça a fini par marcher. Il y a des gens qui avaient aucune qualification pour un poste et qui ont pu finalement obtenir le poste et apprendre par la suite. Il y a des gens qui ont osé aborder des gens dans la rue parce que voilà, comme ça, par culot, en disant bah tiens, tu me plais, est-ce que tu peux avoir ton numéro? Bah oui, et potentiellement c'est devenu l'homme ou la femme de sa vie. Et du coup, ça c'est chouette. Enfin, je pense que ce qui est important aussi, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et se challenger, parce que si tu restes vraiment dans ton truc établi, bah comment tu peux te découvrir toi-même, parce que finalement c'est un truc métro boulot dodo, c'est un peu plan-plan, et c'est difficile d'apprendre vraiment à se connaître si tu prends pas un peu un minimum de risque, je pense, dans ta vie. Mais au-delà de ça, tu sais, le fait d'aller oser, donc le fait d'aller se confronter à ses peurs, etc., et le fait d'aller chercher les opportunités, statistiquement, tu as plus de chances que ça corresponde à tes besoins. C'est comme ce que je disais, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de dire non à cette entreprise et du coup d'aller chercher d'autres boîtes, bah, statistiquement, tu as plus de chances que ça réponde, tu as trois besoins, bah, que ça réponde aux trois ou aux deux, là où ça répondait à un ou à zéro. Donc c'est sûr qu'il faut aussi cultiver cette audace, ce culot. Je trouve que c'est important. Et d'ailleurs, c'est aussi un des critères que tu retrouves dans les grandes figures féministes ou les grandes figures de femmes. C'est qu'en fait, elles ont un amour d'elles-mêmes, elles ont une estime d'elles-mêmes qui va cultiver leur légitimité et qui va faire elles vont y aller au culot, qu'elles vont saisir les opportunités, etc. Et en fait, la plupart du temps, c'est pas des gens qui sont plus compétentes, c'est pas des gens qui sont plus intelligentes, mais c'est des femmes qui sont peut-être plus déterminées ou en tout cas qui ont su cultiver cette relation au culot et qui sont partis aller chercher les opportunités, mais vraiment comme ça, sans se soucier du regard de l'autre et sans se soucier des conséquences que ça pourrait avoir ou qu'on pourrait imaginer. Et en plus, la plupart du temps, je trouve qu'on est finalement son pire ennemi on va vachement, enfin la plupart du temps, tout ce qu'on va s'imaginer, il va se passer même pas 1% de tout ce qui se passe dans notre tête. Et je dis vraiment, quand je suis en coaching avec des femmes et qu'on parle de négo salarial et qu'elles me disent oui, mais machin, etc., je dis mais qui remplit ton frigo? Tu nais avec toi, tu meurs avec toi. Didier, ton manager, le jour où tu pars de l'entreprise, quand il va parler de toi, il va dire ah oui, Stéphanie, oui, qui avait bossé en entreprise. Mais il va pas dire qu'elle avait pas fait ça, qu'elle avait machin, etc. Donc la plupart du temps, on va plutôt amplifier, on va plutôt, c'est même presque des pensées intrusives, tu vois, c'est de l'anxiété. Et la plupart du temps, ça va avoir zéro impact. Et donc, c'est comment combattre ça et du coup être dans ce process, au contraire, d'aller chercher les choses et de pas avoir peur, de pas avoir peur de rater, de pas avoir peur d'offusquer, de pas avoir peur de faire, de pas avoir peur de ne pas avoir ce qu'on veut, etc., etc. Hyper, hyper passionnant. C'est vrai qu'on pourrait continuer pendant des heures, mais c'est déjà la fin de l'épisode avec la conclusion de l'épisode. Mais du coup, là, ce que je commence à retenir de toi, c'est que ouais, c'est important d'apprendre à se connaître pour devenir pleinement soi-même et de pouvoir avoir la vie telle qu'on le mérite, la vie qu'on mérite d'avoir, tout simplement. Et puis au-delà de ça, ce que tu disais tout à l'heure, tu disais c'est un peu du développement personnel. Je suis assez d'accord parce que finalement, qui négocie, en fait, tu négocies, c'est un protagonisme qui va négocier pour sa valeur. Donc s'il ne développe pas sa valeur, s'il ne développe pas soi, s'il ne... En fait, c'est lui qui va négocier. Donc tous ses traumas, ses peurs, ses craintes, ses forces, ses faiblesses, tout ça, ce sont toutes les informations qui vont interagir dans sa négociation. Et justement, je trouve que c'est un super point que tu as relevé parce que la plupart du temps, on pense que la négociation, c'est de la négo pure et dure et de la stratégie. Alors oui, c'est ta structure, c'est ton corps de négo, mais tu as énormément de choses d'acteurs et facteurs qui rentrent en compte dans cette négo, comme la posture éloquence, comme les signes de soi, comme la légitimité, comme le fait de connaître sa valeur, comme les compétences talents, etc., etc. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail justement de développement de soi qui te permet de négocier ta valeur, qui permet de négocier mais même tel poste, telle promotion, etc., etc. Voilà, faire une petite aparté sur ce que tu disais. Non, mais t'as raison. Du coup, là, on va passer rapidement à la conclusion de l'épisode. Alors, du coup, ce serait quoi le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit, même si t'as commencé à dérouler les choses, là, j'avoue. Alors, le mot de la fin, je dirais trois choses. La première chose, c'est très drastique, mais ce que j'aimerais qu'on retienne de tout ça, c'est on est avec soi, on meurt avec soi, donc le plus important, c'est de se privilégier. Le deuxième point que j'aimerais évoquer, je pense qu'il fait vachement écho avec mon parcours, c'est-à-dire que moi j'étais la fille très timide, dans l'abnégation, vraiment pas confiance en elle, énormément drivée par le regard des autres, syndrome de la bonne élève, enfin bref, je les ai tous faits et j'ai été cette fille-là.
Hem et aujourd'hui, j'ai fait des conférences, j'ai aidé des femmes, enfin, je fais des podcasts, enfin, je fais plein de choses au quotidien et j'aurais jamais imaginé, ça je dis que je suis la meilleure version de ce que j'aurais pu être et j'en rigole un peu avec des copines. Mais du coup, de comprendre que peu importe du milieu, de l'héritage social, culturel ou intellectuel que tu as, ça ne définit pas, qui tu es et en fait, ça ne devrait pas te mettre de limites et je pense qu'on est tous capables d'aller très loin. On a souvent alors je voudrais au contraire qu'on cultive son égoïsme, qu'on cultive, ce truc, on dit: «Mais mais tu égoïste. Ah mais on est dans une société où c'est pas beau d'être égoïste, où c'est pas bien». Mais au contraire, je pense qu'il faut le cultiver. Je pense qu'il faut au contraire ne, ne pas cultiver son côté humble et son côté de se dire que voilà, j'ai fait que tant, j'ai fait machin, etc. Mais au contraire, de se dire que je pense que la plupart du temps, on n'imagine même pas, on n'a même pas connaissance de nos capacités. Et donc, d'avoir un peu cette phrase, de comprendre que peu importe qui on peut aller très bien et on a toutes les clés. C'est de bien comprendre son écosystème, bien comprendre notre valeur, comprendre où est-ce qu'on aussi comment on peut augmenter notre valeur. Parce qu'on a aussi beaucoup parlé de quelle est notre valeur, aujourd'hui, quelle est ma valorisation, quel est mon salaire. Mais la plupart des femmes qu'on a accompagnées, elles ont renégocié, mais après elles ont fait des super renégociations sur 3 ans. Parce qu'en fait, le fait de comprendre quelle est ma valeur, c'est aussi de comprendre comment je peux la cultiver et c'est aussi de comprendre comment, en fait, ma fourchette salariale, c'est pas quelque chose de cranté, c'est pas une vérité absolue, c'est quelque chose que je peux élargir. Je peux très bien, passer de 40 K à 50 K, mais je peux très bien en 2 ans passer sur des postes, à 60 K, à 80 K et je donne l'exemple de Judith Hector qu'on a accompagnée, qui a été nommée chez, Woman First, je suppose que tu connais. Mais elle a été, c'est une des plus belles illustrations de ce qu'on fait et enfin pour moi, je suis trop heureuse quand je vois ce genre de parcours. C'est qu'elle arrivait, elle était, je sais plus si elle est assistante RH ou et elle est venue parce qu'elle voulait renégocier son poste et 2 ans après, elle a été nommée à la tête d'un des plus grands groupes tech français, Felvetech, en tant que DRH. Et donc c'est aussi le fait de prendre conscience de sa valeur, mais surtout comment cultiver sa valeur et comment justement avoir des être actrice dans son projet professionnel et être vraiment dans cette proactivité. Donc voilà, et la troisième phrase que je dirais, c'est de comprendre que finalement notre pire ennemi est plus proche qu'on ne le pense. Et je parle pas de notre entourage, je parle de soi. Et c'est de comprendre que finalement les plus grosses barrières, c'est pas notre manager, c'est pas notre RH, c'est pas telle ou telle chose. C'est souvent les craintes et les peurs qu'on va avoir envers soi. Et d'où le fait de bien les conscientiser, de bien les travailler et pas de les occulter. Et je trouve que c'est important. Donc je finirai sur ces 3 phrases-là. Très très beau mot de la fin. Je vais pas rebondir parce que sinon déjà l'épisode il va être un peu dépassé, mais je vais juste enchaîner avec mes petites questions. Alors du coup, je vais te poser les dernières questions. Du coup, qui sont tes rôles modèles et quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Alors, moi j'ai beaucoup de femmes que j'admire, mais j'ai pas de rôle modèle. C'est-à-dire que mes rôles modèles sont des personnes du quotidien et je vais être vachement, admirative de mon entourage, mais de telle ou telle, compétence ou estime de soi ou éloquence ou bienveillance ou empathie. Il y a plein de choses que je vais en fait, je vais vachement admirer les gens avec qui je travaille, les gens que je rencontre, les femmes avec qui je travaille, mes parents, mon frère, mes amis. Donc en fait, je trouve, enfin, j'ai pas de rôle modèle, j'ai pas une femme qui pour moi est incroyable et que j'admire, mais plutôt j'admire l'humain de manière générale et plein de choses que je peux trouver à côté de moi. Après, sur les ressources, j'en ai parlé un petit peu avant ce podcast. On a un petit peu discuté de ça, mais Bell Hooks, à propos d'amour, je trouve que c'est un livre qui a changé ma vie, dans le sens, enfin, c'est très rare que je dise ça, hein, parce que je ne dis ça de aucun livre, mais je trouve que elle m'a donné une légèreté. Elle parle du coup d'amour, elle parle des relations amoureuses, mais elle parle aussi des relations familiales, elle parle des relations avec soi ou avec ses amis, etc. Et je trouve qu'elle est très juste, je trouve qu'elle amène de la légèreté et je trouve qu'elle est réconfortante. C'est ce genre de bouquin que je lisais dans le métro le matin pour aller au travail et où je souriais, j'étais ça me mettait trop bien. Et au-delà de ça, c'est une femme très inspirante et une figure du féminisme et bon, qui m'inspire pour le coup, mais c'est pas un rôle modèle, mais qui m'inspire.
Et après, aussi au niveau des constructions hommes-femmes, il y a, je sais pas si tu connais, Titu Lecoq, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Je trouve que c'est aussi, c'est un livre qui m'a vachement impactée et je trouve que c'est aussi hyper intéressant. Donc voilà, après il y en a plein, il y a plein d'autres autrices, il y a plein de podcasts, mais voilà, ce qui me vient en tête. Très bonne ressource. Bah, c'est vrai que ton livre que je m'as conseillé, Bell Hooks, un livre doudou, j'ai très envie de le découvrir, donc voilà, je me l'achèterai suite à notre échange. Et ouais, Titu Lecoq, c'est vrai qu'elle fait un travail formidable. J'avais connu avec pourquoi l'histoire a effacé les femmes, donc incroyable. Je recommande aussi ses livres. Et du coup, dans les 2 dernières questions de l'épisode, c'est que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, je reprendrai la définition de Bell Hooks, qui dit que le féminisme est un mouvement qui vise à mettre fin au sexisme, à l'exploitation et à l'oppression sexiste. Donc, je trouve que c'est une belle définition et je suis hyper alignée avec ce qu'elle dit. Et après, qui j'aimerais voir au micro, de Matrimoine féministe? Alors, j'ai pensé à plein de femmes, mais finalement, c'est une femme, peut-être que tu la connais, que tu vois qui c'est Clara Gold. C'est la fondatrice de Gigi. C'est une application de rencontre avec de l'IA, etc. Alors, c'est pas forcément une personne qu'on va, enfin, c'est pas forcément tout de suite la personne qu'on va penser sur le féminisme, etc. Mais au contraire, j'ai vu qu'en ce moment, elle se prenait pas mal de bad buzz par rapport à la manière dont elle communique. Et en fait, je trouve que ça soulève une question hyper intéressante dans le sens où, en fait, c'est juste une femme qui entreprend différemment et c'est pas forcément super bien perçu par la société. Elle se prend énormément de haine et je trouve que ça pourrait être hyper intéressante bah, qu'elle parle de ces violences, parce que pour moi, c'est vraiment de la violence sexisme qu'elle va voir à travers les réseaux sociaux. Et du coup, de l'interroger là-dessus, de l'interroger aussi sur son parcours en tant que femme entrepreneuse. Et donc voilà, j'ai pensé à elle, je me suis dit, j'aimerais vachement l'écouter, j'aimerais avoir son retour sur tout ça, savoir si elle le prend avec légèreté, savoir si ça l'impacte, savoir comment ça l'impacte, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle fait pour pallier à ça. Et puis aussi, je suppose que, en vue de sa personnalité, je suppose elle a fait face à d'autres violences sexistes, et donc ce serait hyper intéressant d'avoir un peu son parcours d'entrepreneuse, de femme entrepreneuse. Bah, merci beaucoup pour la recommandation. Je la connaissais pas du tout, donc je regarderai ce qu'elle fait. Et en effet, partager des parcours comme ça, je trouve que les femmes, elles sont vraiment plus victimes de tout ce qui est cyberharcèlement que les hommes. Donc c'est ces expériences et témoignages à avoir, surtout pour inciter les femmes à pouvoir se lancer et leur montrer que voilà, on peut agir aussi pour avoir une sorte de protection et pas être impacté par toute cette violence, toute cette haine qu'on peut recevoir facilement malheureusement avec les réseaux sociaux. Hein, c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Lina, pour ton temps et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à toi, Estelle. Du coup, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!